on a déjà incarné une première fois ce qu'est la Deep Tech avec Pierre Despenoux. On va le faire une seconde fois. Il y aura 2 autres séquences qui ressembleront à celle-ci dans la journée. Et on va le faire avec Driss Sadoun, que j'invite à me rejoindre sur scène, pour une séquence intitulée, alors attention, mon doctorat m'a ouvert des opportunités inimaginées ou inimaginables. Je ne sais pas, on va voir avec Driss. Asseyez-vous là, je vous en prie. Comment ça va ? Très bien, merci. Je suis ravi d'être là. Et, jusqu'à maintenant, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, la session d'avant fait une bonne transition avec voilà. Notre sujet. Donc c'est bien préparé, merci. Donc je vous pose la question, vous imaginiez être là encore en 2014 quand vous avez passé votre thèse ? Parce que ça fait 8 ans de ça ? Oui, alors pas du tout. Donc moi, j'avais pas nécessairement la vocation à devenir entrepreneur. Donc c'était pas absolument pas l'idée. C'était pas un rêve. Ça s'est fait vraiment, comme ça. Et moi, je suis informaticien, donc chercheur et informaticien. Donc il se trouve que tout à l'heure, l'intervenant précédent disait qu'en 92, il y avait des termes qui étaient des gros mots. Là, il se trouve que ouais. À l'époque où j'étais docteur, c'était encore des gros mots pour moi, le fait de parler de transfert, d'entreprise. Mettez bien le micro au niveau de votre menton, un peu comme moi, comme ça on vous entendra bien pour tout le monde et pour nos téléspectateurs qui vous écoutent aussi. Pardon, allez-y. Okay. On va penser que les chercheurs ne maîtrisent pas le micro. Ah non, loin de moi l'idée, mais vraiment sur le menton et comme ça, vous l'oubliez et on vous entend bien. Pardon, allez-y, je vous ai interrompu. Oui, donc je disais effectivement, c'était pas nécessairement une vocation. Donc ça s'est fait de fil en aiguille. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé des compétences. Et c'est vrai que ce qui était un peu étonnant à l'époque, c'est qu'effectivement, quand on fait une thèse, on a l'impression qu'on a 2 ou 3 débouchés, dont Pôle emploi. Ouais. Alors que, comme beaucoup de diplômes, c'est censé ouvrir des portes. Et c'est quand même le diplôme le plus élevé qu'on puisse obtenir. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait ma thèse, on n'avait pas ces perspectives de se dire qu'en fait, c'est un bagage qui peut nous mener à différentes choses, dont l'entrepreneuriat. Vous disiez quoi à l'époque ? Vous disiez, bon, je peux continuer à travailler sur mon sujet de thèse, dans l'académie ou sur un autre sujet d'ailleurs, hein, on pourra l'évoquer. Soit je vais bosser dans les GAFAM, parce que comme j'imagine beaucoup de vos collègues informaticiens, il y a un afflux massif de cerveaux chez les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Oui, exactement. Donc, pour poursuivre dans la recherche, donc effectivement, il n'y a pas énormément de possibilités qui étaient envisagées, en tout cas à cette époque-là. Donc c'était soit passer des concours et rentrer dans la fonction publique, soit effectivement aller vers les GAFAM. Et c'est vraiment, je pense que c'est une question de vision et de compétence. C'est-à-dire, en fait, quand on pense compétence pour un docteur, on pense tout de suite à sa spécialité, donc très pointue dans son domaine. Ouais. Mais en réalité, en fait, quand on fait une thèse, quand on poursuit un doctorat, on acquiert un socle de compétences qui va être commun à toutes les disciplines. Donc qu'on soit justement dans des sciences dures ou dans les SSH. Et souvent les docteurs ont du mal à s'en rendre compte, j'ai l'impression, non ? Oui, en fait, ce qui est compliqué, c'est vraiment d'arriver à faire ce bilan de compétences, puisqu'on a la tête dans le guidon. Souvent, on peut avoir un syndrome de l'imposteur, puisque plus on avance, plus on en sait, et plus on a l'impression de moins en savoir. En savoir. Donc effectivement, il y a cette problématique de ne pas réellement savoir quelles compétences on a. Alors que quand on fait une thèse, typiquement, comme je disais, quelle que soit la discipline, on acquiert quand même une force de travail, de la méthodologie, une rigueur scientifique, aussi des capacités à faire de la veille. Donc, ce qui est très important justement quand on démarre en tant qu'entrepreneur pour faire un tour de tout ce qui existe comme justement acteur de l'accompagnement. Je sais que moi ça m'a servi pour pouvoir chercher justement tous les acteurs auxquels vous avez cherché les accompagnants, ça vous a aidé à comprendre. Ouais. Exactement, ça m'a aidé à comprendre. Et puis aussi, il y a tout ce qui concerne, en plus de cette veille, de savoir analyser, de savoir synthétiser, de savoir communiquer les connaissances, donc souvent qui sont complexes. Et c'est quelque chose dont on a besoin effectivement dans un domaine de l'entrepreneuriat où on va travailler sur des innovations et on va parler à des gens justement de ces technologies. On parlait aussi du fait que les chercheurs ne savaient pas vulgariser, mais je pense que... Certains le savent, d'autres pas. Ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Je pense que c'est une compétence que beaucoup de chercheurs peuvent avoir.
d'arriver à vulgariser donc, ce qu'ils font. Aussi le fait d'être multitâche. C'est que en fait, l'entrepreneuriat finalement ça m'a pas beaucoup changé parce que quand j'étais en thèse, on devait toucher à peu près tous les domaines. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Aussi le fait de faire de l'administratif, parce que finalement on a beaucoup de rédaction, que ce soit de la rédaction scientifique, de la rédaction administrative, de la recherche de financement. Donc finalement c'est plein de choses qui sont proches des thématiques dont on va avoir besoin dans l'entrepreneuriat, et notamment cette faculté à apprendre. Qui de plus en plus qui est fondamental. Ouais. Exactement, et qui est un soft skill qui est mis en avant de plus en plus. Effectivement, enfin, cette appétence à apprendre et à vouloir apprendre qui sert quand on se retrouve dans un milieu où on ne connaît rien du tout, où on est vraiment novice en tout, en communication, en marketing, en juridique, en comptabilité. On arrive vraiment quelque part où on ne connaît rien. Et c'est vrai qu'il y a... Mais ça, les chercheurs aiment bien généralement ne rien connaître. Ça les force à aller chercher justement. Exactement. À la fois, on est hors de sa zone de confort, et en même temps, c'est sa zone de confort parce qu'on aime apprendre. Et chez moi, j'ai pris plaisir à justement apprendre plein de choses, donc, qui étaient du domaine de la communication, du marketing, du juridique. Sachant que justement, la question, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Parce qu'effectivement, on ne va jamais avoir prétention à devenir un expert en tous ces sujets. Alors, c'est peut-être la difficulté du chercheur, savoir s'arrêter à un moment donné pour se lancer justement. Exactement. Arrêter la récolte d'informations et puis y aller, quoi. Exactement. En tout cas, moi, c'était ma difficulté, c'est de se dire à un moment, tu peux pas devenir expert dans cette thématique. Arrête de te documenter, arrête de chercher et entoure-toi plutôt de personnes qui ont ces compétences, qui sauront faire. Exactement, qui sauront faire mieux, plus vite. Et puis à qui finalement ça va plaire. Donc on retourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais on va parler de votre projet, le projet que vous avez lancé. L'idée, avant d'y venir, l'idée c'était aussi que ce que vous aviez fait durant votre thèse ne reste pas quelque part sur thèse.fr ou dans un classement vertical quelconque, mais que ça ait une utilité au-delà. Exactement. Donc en fait, donc si je parle rapidement de PostLab, donc le constat c'est qu'on en a parlé, l'innovation, le berceau de l'innovation, c'est l'académique, même si effectivement il y a de l'innovation dans le privé. La problématique pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on voit comme innovation et ce qui est montré au public, c'est plutôt ce qui est fait par les GAFAM. Ouais. Et l'objectif de PostLab, et justement c'est né comme beaucoup d'entreprises de frustration qu'on a pu avoir soit soi-même, soit autour de soi, c'est le problème de la diffusion justement de ces connaissances, c'est-à-dire l'atteinte de connaissances scientifiques à la société civile. Et effectivement, si je reprends moi ce que j'ai pu développer au cours de ma thèse ou mes autres contrats de recherche, en fait c'est sur un disque dur quelque part et ça n'a pas nécessairement bénéficié à la société civile. Et c'est ça que vous trouviez dommage et c'est ça qui a finalement généré cette frustration quelque part qui a généré l'idée du projet. Exactement. Donc c'est cette volonté, et je pense que c'est ce qui pousse beaucoup de personnes aussi à aller vers du transfert de technologie. C'est l'idée de se dire, ok, on a fait quelque chose d'innovant, mais en fait faut que ça bénéficie à la société civile. C'est vraiment l'idée, c'est comment on fait. Et c'est vrai que pour aller vers la société civile, il y a besoin de passer par l'industrie, il y a besoin de packager, il y a besoin de rendre le produit finalement accessible aux citoyens. Donc c'était la volonté de PostLab, donc d'amener à la fois de l'ingénierie, donc qui manque beaucoup en fait, faut le dire dans les laboratoires. L'ingénierie, c'est tout l'aspect un petit peu, ce que les développeurs appellent l'UX, c'est-à-dire le côté un peu convivial, accueillant, que font très bien les GAFAM d'ailleurs dans tous leurs produits. Ça, vous voulez l'apporter aux travaux de recherche pour qu'ils aient une autre tête, une autre interface. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh dans les startups. Et effectivement, quand on lit une publication scientifique et qu'on est chercheur, on se rend compte de ce que c'est, on peut se rendre compte du potentiel et effectivement on peut avoir cet effet en lisant un article scientifique. Par contre, si on veut avoir cet effet sur de l'industrie ou sur la société civile, effectivement il y a besoin d'apporter une ingénierie en plus de l'expertise de la recherche. C'est-à-dire des couleurs, des boutons, du graphisme, une interface. Non mais c'est important. Exactement, exactement. Quelque chose de coloré, d'agréable et surtout d'accessible. Donc typiquement, ce qu'on développe dans les labos, donc on développe le résultat de recherche d'intelligence artificielle, c'est souvent de l'algorithme, si on ne fait pas de la théorie. Et ces algorithmes-là sont pas accessibles en l'état, soit à montrer donc, pour des partenaires privés ou même des partenaires académiques. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de créer des démonstrateurs, donc des démonstrateurs accessibles en ligne, qui vont permettre en fait, de montrer tout le potentiel de ces technologies. Donc en fait, l'idée, c'est pas
de changer les technologies, elles ont déjà le potentiel qu'elles ont. L'idée, c'est d'arriver à le révéler finalement en apportant ce vernis qui va finalement mettre en valeur le travail des chercheurs. Donc c'est ça le travail de PostLab, c'est quelque part plateformiser à votre tour les travaux de recherche pour les montrer d'une autre manière, d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude de se montrer en réalité. Exactement, rendre accessible la recherche et justement décloisonner justement ce mur qu'on a entre la recherche académique, où on a peu de connaissances et d'a priori par rapport à l'industrie, et de l'autre côté où ça peut être similaire. Et là ça se passe en ce moment, hein. Vous me confiez que les versions allaient sortir. Oui, donc la plateforme sort bientôt, avec la volonté aussi de construire donc une cartographie de l'écosystème académique de l'IA. Parce que justement, une des problématiques, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On parle que de ça. On parle que de ça, ouais. Effectivement, mais très peu de personnes savent réellement ce que c'est, et notamment des entrepreneurs. Donc avec la médiatisation de l'IA, qui a commencé, je sais pas, surtout à partir de 2014-2015, Ouais. on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'entrepreneurs qui venaient dans les laboratoires. Donc moi-même, j'ai été contacté et j'ai eu des échanges. Et en fait, ces entrepreneurs venaient nous voir sans savoir sur quoi on travaillait. Donc en fait, ils savaient qu'on faisait de l'informatique, qu'on faisait de l'IA, mais sans savoir les thématiques de recherche, sans savoir les domaines d'application, en sachant qu'un chercheur, en général, il travaille sur un domaine très pointu, c'est ce qui fait sa force. Ouais. Et du coup, si on vient le voir avec un autre sujet, ça ne va pas l'intéresser. Donc en fait, c'était vraiment ça. On avait des gens qui venaient nous voir, mais sans savoir réellement ce qu'ils pouvaient attendre de nous. Et à l'inverse, c'était comme si on allait voir une entreprise pour travailler avec elle sans savoir précisément ce qu'elle faisait comme travail. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire des rencontres qualifiées et à permettre finalement à tout le monde d'avancer, parce que finalement les chercheurs, dans la majorité, ne sont pas contre à avancer avec des entrepreneurs. Justement, encore surtout dans les domaines dans lesquels vous êtes, j'imagine, parce que de toute façon, il y a une connexion directe qui se fait, alors que ce soit avec les GAFAM ou avec d'autres entreprises. Exactement. Surtout pour le numérique, il y a quand même une facilité accrue à aller vers la société civile et de manière plus rapide justement que les biotech, à passer d'une innovation de laboratoire à une innovation sociétale. Donc on a tout intérêt justement à travailler ensemble. Donc c'est le même terme, c'est la deep tech, mais c'est pas le même calendrier, c'est pas la même itération entre le labo et la société civile. Ça peut se faire de manière rapide, voire très rapide en ce qui vous concerne. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Driss. Merci à vous. Merci à vous.